Bonjour à tous. Donc, je remplace Eric Garoustet un peu à pied levé, mais je vais essayer de vous présenter le projet EOL qui a été présenté par Monsieur Marlinge tout à l'heure, mais en phase d'exécution. Donc quand j'ai repris le projet EOL, je me suis un peu intéressé à l'historique parce que tout le monde parle en rabattement de nappe du projet EOL, mais en fait à la lecture je me suis rendu compte que en fait, c'est un projet qui date des années 90 par Monsieur Rocard, Premier ministre, qui a lancé la première phase. Et en fait, c'est juste la création du RER E. Et la deuxième phase qu'on entend parler en ce moment, c'est la réalisation des gares Porte-Maillot, La Défense, Nanterre et quelques puits d'accès. Donc, en faisant simple, ça a déjà été présenté tout à l'heure. Donc, il y a la partie tunnel qui est ici et la partie traditionnelle dont le puits Gambetta fait partie. Donc l'objectif du rabattement, il a été présenté un peu tout à l'heure, c'était de maintenir une cote de rabattement à 13 NGF dans les sables. La particularité, c'était le terrassement traditionnel, excepté une partie puits séquent sur les sables de Beauchamp. Le débit unitaire marché était annoncé à 130 m3 par puits et débit total 780 m3. Donc on connaît déjà la conclusion. Monsieur Marlinge m'a spoilé un peu, mais les débits au final ont été moindres. Pour ce faire, Cotrasol a réalisé les forages, le développement des essais qui sont souvent négligés en rabattement de nappe du fait du planning. On est toujours en course, on est toujours en train de réaliser les forages alors que le terrassement va commencer. Mais il ne faut vraiment pas le négliger. La réalisation des piézomètres dans l'Yprésien et un au Lutétien dans le calcaire. L'équipement, notre prestation, c'était l'équipement des forages et également le suivi pendant 5 ans. Donc la particularité un peu de ce chantier, c'était qu'on était en terrassement traditionnel et il fallait pas se louper. C'est un projet un peu référence à mon sens pour le rabattement de nappe, dans le sens où c'est un peu une Ferrari pour moi dans l'équipement des forages. On y reviendra un peu plus tard. Donc ici on voit un peu l'ouvrage avec les puits de pompage en rouge et les piézomètres en bleu. Donc les photos qui sont plus parlantes ici. Donc ça c'est avant travaux. On imagine bien le contexte urbain du chantier, arbustes, câbles électriques. Donc la première partie a consisté à faire un aménagement pour la plateforme de forage, retirer tout ce qui est enrobé, câbles souterrains et faire les reconnaissances aussi, les avant-trous. Alors les avant-trous, tous les bureaux d'études où ils ont l'habitude de les faire. En rabattement de nappe, c'est peu le cas. C'est peu le cas étant donné qu'on intervient souvent dans un environnement de chantier où il y a souvent un pré-terrassement. Mais j'insiste, quand même, c'est des choses qui ne doivent pas être négligées, notamment en milieu urbain. Les forages, un peu la Ferrari, la Ferrari du projet. C'est-à-dire que les forages étaient forés en 610 mm, tubés en 400, cimentés jusqu'à à peu près 40 mètres, et équipés en inox 440, forés en 445 et équipés en 240 mm avec des billes de verre. Alors l'avantage des billes de verre, c'est ce qui avait été fait sur le CNIT aussi par Sanfort, c'est vraiment pour faciliter l'écoulement au droit des crépines. Le forage avait été ancré dans les fosses glaises. Et alors ce que vous voyez ici, c'est vraiment un piège à sédiments, ce qui est souvent fait et recommandé dans les aquifères fins. La partie ici, c'est la chambre de pompage pour éviter de pomper en face des crépines.
C'est souvent des méthodologies utilisées en géothermie ou forage d'eau potable. Donc pour vous présenter un peu nos ateliers de forage, il y avait 2 ateliers en simultané. Donc un peu dans toujours l'environnement urbain. Donc ce qui est la particularité de nos forages dans les sables fins, c'est mettre un dessableur. Alors c'est sûr que c'est pas évident sur les chantiers de rabattement de nappe. Beaucoup de foreurs utilisent des circuits fermés. Alors ça peut être fait effectivement dans des aquifères où on n'a pas trop de fines, mais c'est quand même recommandé quand même sur les aquifères fins. Donc la partie tout à l'heure sur laquelle j'ai insisté, c'est le développement des forages qui ne doit pas être négligé. Alors l'airlift double colonne que tout le monde connaît, donc on injecte sous pression et on récupère via une canule les eaux. Alors ce qui est beaucoup moins utilisé, voire rarement utilisé, c'est l'air choc. Alors ici il y a un schéma de principe un peu du système. C'est une sonde qu'on envoie en phase décrépine qui est perforée. On envoie un gaz neutre sous pression. Et en fait, ce gaz neutre avec la pression, ça crée une impulsion, une onde de choc, et qui fait un reflux au droit des crépines, et ce qui permet de décolmater les crépines. Ensuite, les sédiments tombent au fond du forage et sont récupérés par une méthode d'airlift simple. Alors, les traitements chimiques peuvent être utilisés. Alors, il ne faut pas forcément les systématiser. C'est vraiment l'idéal, c'est de faire un premier test après les premières parties de développement. Si on voit que les pompages et la capacité du puits n'est pas satisfaisante, les traitements chimiques peuvent être utilisés. Donc ici, c'est l'hexamétaphosphate qui est souvent utilisé pour les particules fines argileuses. Donc les essais ont un peu parlé. Sur les phases de puits, vraiment, les essais par palier sont quand même importants. Alors ici, c'est des billes non enchaînées, mais on ne va pas développer sur enchaîné ou pas. Je laisserai chacun son avis. Mais voilà, c'est des choses qui ne doivent pas être négligées, surtout sur les chantiers de longue durée. Quand on parle de 50 pompages, c'est pas un rabattement de 6 mois qui est dans le bâtiment, quoi. 5 ans, c'est de l'aquactivité, du colmatage, et ça permet vraiment de suivre à long terme l'efficacité du puits. Donc, alors, ce qu'on voit ici, c'est les 40 m3, 60 m3. C'était fixé au marché. Le débit max était demandé à 130 m3. Pourquoi on n'a pas été à 130, c'est qu'on est proche des crépines. Donc, évitez vraiment de les dénoyer, surtout dans les sables où on peut avoir de l'oxygénation et créer des phénomènes un peu désagréables. Donc après, sur les essais par palier, on peut suivre c'est toujours une info qui peut compter un peu sur le rayon d'action des forages en première approche. C'est suivre les piézomètres. Donc ça peut, c'est pas obligatoire. De toute façon, c'est pas ce qu'on recherche. C'est vraiment l'efficacité du puits, mais ça peut être en première approche avoir l'influence du pompage de chaque puits. Donc ces essais par palier, il faut vraiment les faire sur chaque puits. Parce que par exemple sur la phase chantier, on peut avoir un forage qui est endommagé et du coup il faut quand même avoir une notion de la capacité de chaque puits. On a vu tout à l'heure sur le chantier de Porte-Maillot, on voyait quand même de fortes hétérogénéités entre chaque puits. Donc si on voit qu'il y a un puits qui donne 80 et il y a un autre 30 et que c'est le puits en phase exé qui est endommagé et qui ne peut plus être exploité, donc voilà, c'est vraiment des choses importantes et à ne pas négliger. Donc après, c'est toujours le temps. Sur l'essai longue durée, alors là c'est l'essai longue durée qui est propre à chaque puits. Là c'était pareil, c'était une demande marché. C'est pas l'essai dont Maxime parlait tout à l'heure, l'essai d'exécution. L'idéal c'est de faire les deux.
Si on peut faire les deux, faire un essai de pompage courte durée comme ça a été fait ici sur chaque puits et ensuite un essai d'exécution sur l'ensemble des puits, c'est l'idéal. On a eu la chance de le faire sur le chantier. Donc là c'est un peu la mise en place des forages. On a réalisé des regards enterrés avec bride dans un premier temps. C'est des chambres de pompage pour protéger les puits. Donc ici vous voyez la coupe technique des chambres de pompage avec bride. Donc sur chaque bride on avait le débitmètre, le clapet anti-retour, les vannes de prélèvement et la vanne pour régler le débit si besoin il fallait arrêter un puits. Et ici la pompe, la colonne d'exor. Je vais vous montrer en photo. Donc voilà ce que ça donnait en phase d'exécution. Donc la bride, la tête étanche, avec ce qui est important, c'est la sonde piézométrique. Alors là, effectivement, sur le chantier, tout était automatisé. On avait l'info en temps réel du niveau d'eau dans le puits. Sur les chantiers de rabattement, comme Monsieur Parot le présentera, c'est pas forcément systématique, mais c'est toujours mieux d'avoir la donnée dans le forage. Ici, on avait donc le clapet anti-retour, le débitmètre relié à notre télégestion, la vanne guillotine. Donc le container de gestion de puissance et Internet. Donc pour vous montrer un peu la place que prenait le conteneur sur chantier. Alors là, c'est un gros conteneur, c'est un gros projet, mais ça peut se résumer uniquement par une petite armoire sur chantier, sur un petit chantier il n'y a pas de petit chantier, mais sur un chantier de moins d'envergure de rabattement. Donc là, c'est ici à droite, c'est le conteneur de télégestion. Donc, comment ça peut être représenté, il y a chaque entreprise a son mode de gestion, peu importe. L'important, c'est que les infos nécessaires y soient. Donc ici, avant pompage, on voit le niveau NGF au droit de chaque puits, donc 25 NGF environ, le débit instantané et le niveau piézométrique des piézomètres de contrôle. Et à droite, donc, le fonctionnement de chacun des forages, avec les cotes NGF et le débit instantané, et également sur les piézomètres. Alors, effectivement, on s'intéresse toujours au piézomètre. Le niveau d'eau dans les piézomètres, c'est l'objectif. Mais avoir le niveau d'eau dans les puits, ça permet de contrôler, le débit, et de deux, avoir le colmatage dans le temps. Alors, la télégestion, c'est bien. Après, ça n'empêche pas un contrôle manuel et un suivi sur site. Sur le chantier, on n'a pas eu de panne, excepté une pompe sur les 5 ans. Donc le chantier est toujours en cours. Je vais toucher du bois jusqu'à juillet. Mais il n'y a pas grand-chose. L'important, c'est de tracer un peu les données. Alors là, c'est une fiche de contrôle qui est réalisée chaque mois. Elle est exhaustive, mais ça peut être une feuille bien plus simple avec les niveaux d'eau, le débit global et les volumes. Je suis partisan quand même de généraliser ça et de demander aux entreprises de faire des suivis, parce que l'Internet c'est bien, mais tout le monde n'a pas accès. Donc la seule trace, c'est vraiment les niveaux d'eau manuels et le passage sur chantier. À quoi ça ressemble un peu, donc on peut avoir les niveaux d'eau en temps réel, et pendant toute la durée du chantier, on peut visualiser les niveaux d'eau, que ce soit au droit des puits de pompage et au droit des piézomètres. Le graphique de droite, c'est les débits instantanés, donc il est très moche, mais c'est dû aux arrêts des pompes, parce que les pompes étant en automatique, vraiment elles se régulent automatiquement en fonction de la gamme de valeurs qu'on voulait dans les piézomètres. Donc c'est-à-dire qu'il ne fallait pas pomper plus, et il fallait atteindre la cote objective, ne pas pomper trop au droit des puits pour ne pas les dénoyer non plus. Et ici, c'est juste pour mémoire et un peu pour montrer l'envergure du chantier Hall, que je trouve un peu beau
en tant qu'hydrogéologue, c'est l'influence un peu qui était modélisée au démarrage du chantier de Parentea, de tous les pompages. Donc au final, on se rend compte qu'on est un peu moins, mais c'est quand même assez parlant parce que la plupart du temps, on fait des chantiers de bâtiments où on a des rayons d'influence, on a des cônes de rabattement très faibles et là ici on se rend compte que tout à l'heure M. Marlinge de parler de kilomètres et c'est quand même impressionnant. On peut se dire que c'est un chantier de très grande envergure. Donc voilà, merci. On accueille Alexis Parot de DPG avant un petit temps d'échange. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter des chantiers en dehors de la région parisienne et on va dire de moins grande importance qui touchent plus la promotion immobilière. Donc on va commencer déjà par un chantier sur lequel je vais faire un peu plus de détails et après ça sera simplement des petits points sur plusieurs chantiers avec une idée de ce qui a été fait et les coûts qui étaient associés à ce chantier-là. Donc le premier chantier, c'est un chantier de pointe filtrante à Annemasse. Annemasse, pour ceux qui ne se situent pas, c'est à côté de Genève. Donc une zone en fort développement du fait de la proximité de la Suisse. Donc c'est un chantier d'une surface, donc construction de logement, 3800 m² de sous-sol, avec une géologie vraiment très très particulière, complètement différente entre l'amont et l'aval sur seulement 100 mètres de long. Partie argileuse, enfin ce qui avait été identifié au départ, des sables graveleux sur la partie amont et des sables argilo-graveleux plus en profondeur, et en aval on est plutôt sur des argiles sablo-graveleuses et des sables argileux. L'objectif, un rabattement de 3 mètres à l'aval et 3 mètres à quasiment 4 mètres sur la partie amont. On voit le projet, le terrain avant le projet, donc c'était des serres où ils faisaient de la culture pour vendre de fruits et légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie aval du projet, en fin de compte, en période de hautes eaux, était complètement inondée. Donc la technique qui avait été envisagée, c'est une paroi périphérique en pale planche, ancrée de 4 à 5 mètres sous le fond de fouille, un pompage par pointe filtrante périphérique à l'intérieur des pales planches, couplé à des puits filtrants jusqu'à 10 mètres de profondeur, et pour une mise en sécurité du fond de fouille, la réalisation de drains verticaux. Le débit estimé, c'était 80 m3 pour une durée de 270 jours, le temps de la construction du bâtiment jusqu'à l'équilibre des masses. Donc là, on voit le projet, les pales planches en périphérie avec les pointes filtrantes, les puits de pompage, et j'ai pas fait apparaître les puits de décompression qui sont répartis de façon homogène sur l'ensemble de la fouille. Donc, en termes de matériel mis en œuvre, c'était 275 pointes filtrantes, 10 puits filtrants à 10 mètres équipés en 400 mm, des tranchées drainantes pour relier les drains verticaux qui ont apporté du débit aux puits de pompage. Là, on voit une phase de réalisation des pointes filtrantes où, pour passer le premier horizon qui était plus argileux, on faisait un pré-forage avant de pouvoir injecter sur le fond. Les forages des puits et des drains verticaux ont été réalisés avec une tarière avec tubage à l'avancement. Là, on voit le chantier en cours de terrassement. Donc là, on a un puits de pompage, les tranchées qui reliaient les drains verticaux au puits et les puits entre eux. La particularité de ce projet, c'est qu'on a dû aller se rejeter dans le milieu naturel, ce qu'on essaye de faire au maximum quand on peut. La DDT et la commune nous ont demandé de nettoyer le ruisseau sur 2 km avant de pouvoir se rejeter. Les problèmes qu'on a rencontrés, c'est
qui n'avait pas été identifié, c'est la présence de l'horizon graveleux qui était très important et pas du tout argileux, et la présence de blocs à peu près 1 mètre par 80 qu'on a retrouvé dans la fouille et qui sont retrouvés sous certaines pales planches, donc qui ont limité le fichage de l'écran. Là, on a le suivi de la période de démarrage du pompage avec un suivi extérieur pour vérifier qu'on n'avait pas trop d'influence, le suivi du rabattement intérieur et le suivi de l'évolution du débit de pompage moyen journalier. Donc on voit qu'on a une augmentation du débit avec un palier qui est lié à la période de création des drains verticaux qui ont ramené de l'eau dans la fouille. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a des terrains qui sont très fins et que par rapport à la réactivité du rabattement sur un projet comme celui-là, il a fallu attendre à peu près 6 semaines pour atteindre la bonne cote de rabattement sur le projet. C'est vraiment dépendant des matériaux et il ne faut pas le négliger, cette période de descente de la nappe. Et en conclusion sur ce projet, en fin de compte, on n'a pas du tout rencontré les mêmes matériaux qui étaient prévus. On a trouvé sur le chantier une épaisseur de tourbe qui n'était pas forcément très importante à l'amont, mais par contre à l'avant, on avait de la tourbe qui allait jusqu'à 3,50 m de hauteur. Quand on a eu démarré le pompage, le sol à l'intérieur du chantier a baissé naturellement de 10, puis 20, puis 30 cm. D'où l'importance d'avoir un écran quasi étanche. Et par rapport à la présence des blocs, en fin de compte, ils ont été obligés de faire des injections avec des forages sous les pales planches pour rattraper cette problématique de non-fichage des pales planches dans l'horizon, moins perméable en bas. Et comme on peut voir, on n'a pas trouvé de sable argileux, on était sur des sables limoneux et des sables vraiment très légèrement limoneux qui ont permis d'avoir un rabattement par pointe filtrante beaucoup plus efficace que dans des sables argileux et moins de problématiques au pompage. Et en termes de débit, on était largement en dessous de ce qui avait été envisagé au départ. En termes de budget, sur cette fouille qui est là en cours de réalisation, on a un montant de pale planche qui est quand même assez important, à 700 000 € et le pompage sur 270 jours à 335 000 €. Donc ensuite, je vais vous présenter des projets plus rapidement. Ça, c'est un projet sur la région lyonnaise, un projet toujours de rabattement par pointe filtrante, avec des pointes filtrantes perdues ici, qui étaient coulées dans les voiles. C'est un chantier sur lequel on est intervenu après qu'ils se soient rendus compte de la présence de la nappe. Ils avaient trop terrassé et ils étaient déjà descendus d'1,50 m dans l'eau. Quand ils sont revenus le lundi, la fouille était complètement inondée, donc il a fallu déjà vider la fouille, après mettre en place le système de pompage et en urgence, sans rien avoir prévu à l'avance. Donc pas un débit extraordinaire, autour de 10 m3 on a sorti une fouille qui fait 2600 m², 1,90 m de rabattement pour un budget pas forcément très important à 85 000 €. Là on a un autre projet de rabattement sur Sassenage qui est à côté de Grenoble. C'est un chantier de construction d'un lycée sur lequel ils n'arrivaient pas à réaliser les fondations qui étaient sous nappe. Donc il y avait des têtes de pieux à rattraper, ils avaient arrêté les têtes de pieux au niveau de la nappe et il y avait des massifs et des longrines de 2 mètres de haut à réaliser. Donc c'est un chantier qu'on a réalisé en urgence pour faire avancer le chantier du lycée afin que les délais soient respectés pour la reprise des cours une année encore après. Donc le budget, 75 000 €. Faut savoir sur ce projet-là, quand on est venu, donc on a fait juste les fondations et après on est revenu faire
la partie réseau qu'ils avaient aussi zappé, qui était dans la nappe. Donc on voit là le système de pointe filtrante avec des aiguilles en inox, un flexible transparent pour suivre l'évolution du pompage, une vanne de réglage permettant d'adapter le pompage en fonction de la réaction du sol. Un autre chantier de pointe filtrante, toujours à Annemasse, sur lequel on avait des rabattements entre 2 et 3 mètres de hauteur pour un débit autour de 10 mètres cubes heure pour un montant de 560 000 €, pale planche compris. Un chantier de pointe filtrante à Châtillon-sur-Chalaronne, c'est pour vous situer vers Bourg-en-Bresse. Donc un petit chantier de pointe filtrante où il y avait 140 pointes, talus périphérique, donc pas de pale planche, pas d'enceinte étanche, un rabattement de 40 mètres cubes heure avec un rejet au réseau d'eau pluviale pour un montant de travaux autour de 80 000 €. Là, on revient dans la région d'Annemasse. Annemasse avec un autre contexte où on est sur le dôme d'Annemasse avec des sols qui sont plutôt argilo-graveleux et avec des chenaux d'arrivée d'eau, pas forcément des gros débits, parce que sur ce chantier-là, donc on avait mis 6 puits pour permettre de rabattre la nappe, mais le débit était entre 2,5 et 3 mètres cubes heure au global. La problématique, c'est vraiment qu'on a des chenaux qui conduisent l'eau sur certaines zones et pas sur d'autres. Donc c'est très difficile d'anticiper la position des ouvrages de pompage avant d'être en fond de fouille. Un autre chantier en Haute-Savoie, un rabattement par puits filtrant avec un terrassement sans paroi étanche. Il y avait 2 parties sur ce chantier-là, 2 fois 4 mois de pompage pour une durée d'environ 120 jours et un montant de 170 000 pour les 2 zones. Et en fin de compte, on a eu toujours la même problématique dans le secteur, une hétérogénéité sur le chantier avec une partie où on sortait 45 mètres cubes heure, qui était cette partie-là, et une partie amont où on n'a tiré que 10 mètres cubes heure, liée à la présence des chenaux et difficilement anticipable avant d'ouvrir la fouille. Un chantier un peu plus technique pour nous, un chantier Val d'Isère, donc altitude 1800 mètres, nappe artésienne, réalisation d'un hôtel 5 étoiles. On a 3 niveaux de sous-sol à créer. La nappe artésienne, en fin de compte, n'est pas rencontrée réellement dans la phase terrassement, c'est simplement qu'elle pousse sous le fond de fouille. Et comme on enlève à peu près 10 mètres de matériaux, le fond de fouille ne tient plus du tout à la poussée. Et donc on met le rabattement pour décharger cette nappe et permettre la construction du sous-sol jusqu'à l'équilibre des masses. Parfois, l'équilibre des masses à Val d'Isère, c'est la pose des lauses sur le toit du bâtiment. Donc c'est des chantiers qui sont pour nous un petit peu compliqués et très intenses parce qu'ils travaillent en 2 postes déjà. Donc ça arrive qu'on fasse les forages la nuit pour pas perturber les travaux. Il faut savoir qu'on peut construire que du 2 mai jusqu'au 30 novembre. Après, c'est la saison de ski. Nous, on doit maintenir le pompage vis-à-vis de l'équilibre des masses, qui est en général pas atteint. Mais tous les travaux de grosses œuvres et tout ça sont complètement arrêtés pendant cette phase-là. Donc Val d'Isère fait moins 25 l'hiver. Donc les astreintes et la gestion des canalisations, etc., c'est pas la partie la plus simple. D'où aussi un montant
par rapport aux autres chantiers, je ne sais pas où est passé le bip, qui est relativement important par rapport au fait d'avoir fait que 15 puits de pompage et de décompression qui permettent de mettre en sécurité aussi le bâtiment en cas d'arrêt du pompage. Un chantier en région lyonnaise. Donc région lyonnaise, chantier, celui-ci en pale planche avec bouchon injecté. Donc hauteur de rabattement 1,90 m. Donc par rapport aux autres chantiers où les pales planches permettent d'éviter l'influence à l'extérieur vis-à-vis de la présence de tourbes ou d'avoisinants, ici les pales planches ont comme premier objectif à Lyon de réduire les débits pour pouvoir avoir quelque chose d'acceptable en fonction des réseaux qui sont présents dans les rues. Parce qu'en termes de hauteur de rabattement vis-à-vis de la taille de la fouille, sans pale planche en bouchon, c'est autour de 1500 m3. Et à Lyon, il faut savoir qu'il n'y a pas de réseau d'eau pluviale. Donc du coup, c'est réseau unitaire, donc c'est taxe. On verra tout à l'heure des exemples avec pompage et rejet direct. Donc là, le montant de la gestion pour moi de la nappe, c'est 1 million d'euros. Il y a quasiment la moitié pour les pales planches, 40% pour le bouchon en coulis et en gel de silicate, et il reste un tout petit montant pour la partie pompage, dont une partie de taxe de rejet, parce que la construction était sur l'ensemble du ténement. On a un second exemple aussi à Lyon, toujours une hauteur de rabattement autour de 2 mètres. On avait un débit de fuite de 60 m3, 4 mois de pompage, le montant des travaux 730 000 euros. On avait une paroi en pale planche, du jet à l'angle, ici, pour rattraper l'ouvrage qui était situé juste au-dessus. Et après un pompage avec 4 puits filtrants, 2 puits de réinjection, pour un montant de rabattement de 70 000 euros. Pourquoi on a une taxe de rejet? Parce que les puits de réinjection se sont colmatés, et ça c'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment, lié au colmatage, que ce soit des puits, des pompes ou des canalisations, avec la solution de bouchon injecté, avec du coulis bentonite ciment et le gel de silicate qui modifie les paramètres de la nappe et entraîne une précipitation du calcaire. Donc dans des endroits où on est très calcaire, en fin de compte, on arrive à avoir un colmatage assez rapide. Il y a certains chantiers, on est obligé de changer, enfin pas changer, sortir et entretenir les pompes toutes les semaines. Un chantier à Chambéry. Donc c'était un chantier où il y avait beaucoup de craintes par rapport à la sous-pression de la nappe plus profonde qui est très productive. Donc un chantier en pale planche pour contenir la nappe. Et ce qu'on ne voit pas avec cette photo, c'est que sous le matelas drainant, en fin de compte, il y avait un autre quadrillage en pale planche qui avait divisé l'ensemble du lot en 5 parties. Le but était, si jamais on rencontrait des débits trop importants sur une zone, de pouvoir injecter que 1/5 ou 2/5 du projet s'il fallait faire un bouchon injecté, au lieu d'avoir 4200 m² de bouchons injectés à faire sur l'ensemble du projet. Et par rapport à ce projet-là, donc le budget pale planche était vraiment conséquent du fait de l'augmentation du linéaire pour partager la fouille. On avait mis 15 puits de pompage répartis sur les 5 mailles, donc ça faisait que 3 puits par maille pour pouvoir gérer chacune des mailles. Et comme on peut voir, comme le pompage s'est bien passé, en fin de compte, les puits centraux n'ont jamais été mis en service. La rejet au milieu naturel avec un décanteur lamellaire, ça c'est un système de, on va dire, de finition qui est de plus en plus demandé, nous, sur les chantiers Savoie, Haute-Savoie et montagne.
quand on se rejette en milieu naturel. Ça, c'est un décanteur lamellaire pour traiter 200 mètres cubeurs. Ça fait 3 mètres de diamètre, 8 mètres de long. En termes d'emprise sur les chantiers, ça peut être un peu conséquent. Là, on repart sur les chantiers à Lyon. Donc là, chantier en fouille ouverte. Donc on a un chantier de 4000 m², 1,70 m de rabattement, débit rejeté 1600 m³, durée de pompage 120 jours, un budget de 500 000 €, dont 320 000 € de taxes de rejet. On en a une autre fouille de 4000 m² environ, 2 mètres de rabattement. On avait 2000 m³ de rejet, un pompage sur 175 jours. Forcément, la taxe avait augmenté entre-temps, donc un budget d'1 million, il y a 700 000 € de taxes de rejet. Après, il faut comparer, donc là c'était faisable parce que les réseaux sont très gros. Le budget initial du projet en pale planche et bouchon, c'est 5 millions. Et ça, c'est un de nos chantiers dans la région. C'est la station de remisage du métro 14 à Saint-Ouen, où donc on a une surface de rabattement de 2 hectares, une hauteur de rabattement comprise entre 1,50 m et 9 mètres. Donc on avait 1,50 m sur cette zone-là. On plongeait pour arriver à 9 mètres dans l'enceinte en parois moulées sur la zone de sortie du tunnelier. Donc c'est un chantier qui a duré longtemps, c'est 400 jours. Coût global 3 millions. Il y avait à peu près 1 250 000 pour la partie pompage, avec 70 puits de pompage répartis sur l'ensemble de la fouille, et un traitement de l'eau pour un rejet en Seine pour 1 700 000. Il faut savoir que c'était un ancien dépôt pétrolier. Donc quand on a pompé, on a retiré environ 80 m³ de produits purs des sols. Et on a ramené toute la pollution qui était repartie à l'extérieur, a été ramenée sur le chantier. Je ne sais pas si c'est bien. Hein. Je ne suis pas sûr que la RATP soit vraiment d'accord qu'on... Donc là, on revoit le chantier d'un peu plus près, où on voit les réseaux de pompage. Il y avait un puits là, et ça tout autour. Voilà, merci beaucoup.